Bonjour, je reviens vers vous dans le cadre de cette séance afin de traiter la dernière partie de, du test d'hypothèse, à savoir la comparaison de deux populations indépendantes. On va commencer par la comparaison de deux moyennes et par la suite on va essayer de traiter la comparaison de deux proportions. Donc je vous rappelle que la comparaison on a déjà vu la dernière fois, nous avons bien traité la comparaison d'un paramètre de la population à un standard ou bien à une norme, à savoir soit la comparaison d'une moyenne à une norme ou bien d'une proportion à une norme. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter, comme vous le voyez, vous avez deux populations indépendantes. Il faut bien s'assurer de quoi. Au départ, vous avez deux populations indépendantes et nous cherchons soit à comparer les deux moyennes de la population, est-ce que M1 est égal à M2, ou bien la différence entre les deux moyennes est égale à 0, ou bien je peux comparer entre les deux proportions, P1 est égal à P2, ou bien P2 et la différence entre P1 et P2 est égale à 0, ou bien différent de 0. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir est-ce que les deux populations, il faut s'assurer est-ce que les deux populations sur lesquelles vous allez faire donc les tests de comparaison, est-ce qu'il s'agit de deux populations indépendantes ou non. Si les deux populations ne sont pas indépendantes, c'est pas la peine de faire le test d'hypothèse, il faut juste comparer par exemple les intervalles de confiance, soit de la moyenne ou bien de la proportion. Donc voilà pour c'est-à-dire le principe de base. Donc voilà, donc avant de commencer par un exercice d'application, je vous rappelle la procédure à suivre pour c'est-à-dire c'est-à-dire les étapes. Toujours la première étape, nous cherchons à formuler les hypothèses à tester. Il s'agit de formuler deux hypothèses alternatives suivantes. Donc, H0, M1 moins M2 est égal à 0. M1 moins M2, c'est la différence. Ou bien M1 est égal à M2. H1, M1 moins M2 différent de 0. La première hypothèse signifie comme quoi si vous avez M1 moins M2 est égal à 0, ça veut dire que M1 est égal à M2, ça veut dire qu'il s'agit de la même population puisqu'on a la même moyenne. Sinon, si vous acceptez H1, on peut dire que les deux populations ils sont différentes. Pourquoi? Parce que M1 est différent de M2. Relativement à la deuxième étape, comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de la comparaison d'un paramètre à une norme ou bien un standard, il s'agit de traiter ou bien de déterminer la distribution de probabilité de soit du x bar ou bien de la fréquence observée pour la comparaison d'un paramètre à une norme, mais dans le cadre de la comparaison, puisque nous intéressons, comme vous le voyez ici, à la différence entre le M1 et M2, je vais déterminer la distribution de la différence, c'est-à-dire je dois déterminer l'espérance de D et l'écart-type de D, et par la suite, je dois définir la loi que pourra éventuellement suivre cette distribution. Bien. Donc, soit A0 exact, on va accepter, soit A0 exact, ça veut dire que D, la différence est égale à 0. D'accord, la différence est égale à 0. Donc, puisque la différence est égale à 0, donc E de D est égal à 0. Donc, l'espérance mathématique est égale à 0, mais sous A0 exact. D'accord? Et je vais par la suite déterminer l'écart type de D, l'écart type de la différence. Comme vous le voyez, puisqu'il s'agit d'une différence, nous savons très bien que selon les propriétés de la variance de la différence, c'est la somme des variances. Donc c'est pour cette raison, vous avez ici plus, c'est la somme de la variance de la population 1, V de x bar pour la population 1, plus V de x bar pour la population 2. Comme vous le voyez, c'est la variance de la population 1 divisée par la taille de l'échantillon de la population 1, plus la variance de la population 2 divisée par la taille de l'échantillon extrait de la population 2. Donc voilà, une fois que nous avons déterminé l'espérance de D et l'écart type de D, si jamais vous avez les tailles d'échantillons sont suffisamment grandes, c'est-à-dire largement supérieures à 30, je peux dire que cette différence, avec son espérance égale à 0 et son écart type est égal à sigma de 1 divisé par N1 plus sigma de 2 divisé par N2, il suit une loi normale, et par conséquent, pour des raisons de calcul des régions critiques dans les étapes qui vont suivre. Donc, je vais déterminer T alpha sur 2. Pourquoi T alpha sur 2? Parce que je m'interroge sur un test bilatéral. Donc, vous avez deux régions critiques, nous l'avons déjà précisé auparavant. Donc, ici, T alpha sur 2, je vais déterminer T alpha sur 2 à partir
de la loi normale sont très réduites. Mais si jamais vous constatez que vous avez la variance de la population 1 ou bien de la variance de la population 2 sont inconnues, il faut les estimer comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de la théorie de l'estimation. Bien, maintenant, une fois que nous avons déterminé la distribution qu'on pourra suivre, c'est-à-dire la distribution D, maintenant, l'étape suivante, comme nous l'avons déjà précisé, si jamais vous ne connaissez pas la variance de chaque population, il faut les estimer. L'estimation, c'est toujours l'histoire de S' au carré qui est égal à S au carré fois n divisé par n moins 1. Et S'2 donc, est égal à S2 multiplié par N2 divisé par N2 moins 1. Donc ça, c'est l'estimateur de la variance de la différence. Par la suite, on calcule les régions, on détermine les régions critiques parce que nous avons un test bilatéral. Les régions critiques, toujours, je cherche à encadrer la différence. Et je vous rappelle que dans le cadre de la comparaison d'une moyenne à une norme, on a encadré x bar. Et dans le cadre de la proportion à une norme, on a encadré la fréquence observée. Donc, comme vous le voyez, c'est la forme générale, c'est-à-dire des régions critiques LA avec LA est égal à E de D, donc E de D moins T alpha sur 2 moins S de D. Donc voilà, donc c'est E de D, voilà, donc c'est E de D moins S de D. Donc c'est pourquoi? Parce que je cherche à encadrer D. Si je cherche par exemple à encadrer X bar, donc ça sera M0 moins T alpha sur 2 S de, c'est-à-dire l'écart type de X bar. Donc ici, comme vous le voyez, c'est la borne inférieure. Et ici, vous avez la borne supérieure. Et puisque nous avons déjà vu comme quoi, c'est-à-dire E de D soit à 0 exact est égal à déjà, nous avons dit que E de D est égal à 0. Donc, je vais garder uniquement, comme vous le voyez, donc les régions critiques, voilà, c'est tout simplement moins T alpha sur 2. Pourquoi? Parce que E de D est égal à 0. D'accord? Dans les deux cas, E de D est égal à 0. C'est pour cette raison que je vais garder uniquement moins T alpha sur 2 S de D plus T alpha sur 2 S de D. C'est pour cette raison que la forme générale de l'intervalle d'encadrement de la différence, ce n'est rien d'autre que le T alpha sur 2 que je vais déterminer à partir de la table de la loi normale centrée réduite. Si jamais vous avez 5%, je vais prendre 1,96. S de D, je l'ai déterminé. Donc voilà, c'est l'encadrement de... Et pour la règle de décision, comme nous l'avons déjà vu pour le test bilatéral, c'est la différence. Faites attention ici, il faut toujours les prendre en valeur absolue. Ce que vous faites x bar 1 moins x bar 2, ou bien x bar 2 moins x bar 1, ça revient au même. Vous allez la prendre en valeur absolue. S'il appartient à cette région critique, d'accord, s'il appartient à l'intervalle d'encadrement de D, L1, L2, on va accepter H0, sinon je vais accepter H1. Et comme nous l'avons déjà précisé auparavant, si vous acceptez H0, ça veut dire que la différence que vous constatez entre M1 et M2, la différence que vous constatez entre M1 et M2, ou bien entre X bar 1 et X bar 2, issue de l'échantillon que vous avez prélevé, c'est une différence qui n'est pas réelle, elle est due aux seules fluctuations d'échantillonnage, et par conséquent, je peux dire qu'il s'agit de la même population. Pourquoi? Parce que M1, si M1 est égal à M2, ça veut dire que les deux populations, ils ont la même moyenne. Mais si jamais vous acceptez, c'est-à-dire vous acceptez H1, ça veut dire que les deux populations, ils ont des moyennes différentes. Ça veut dire M1 différent de M2. Et par conséquent, il faut considérer les deux populations comme étant deux populations différentes, comme nous l'avons déjà précisé dans le schéma précédent. Donc voilà, comme nous l'avons déjà précisé, si vous acceptez H0, ça veut dire M1 est égal à M2. Donc je vais considérer, comme ce premier cas, il s'agit de la même moyenne. Sinon, si vous constatez que la moyenne M1 est différente de M2, vous acceptez H1, la différence elle est réelle, ça veut dire qu'il faut considérer les deux populations comme étant deux populations, c'est-à-dire différentes, comme je l'ai déjà précisé la dernière fois. Supposons que je cherche par exemple la moyenne des notes obtenues par les filles et les garçons. Supposons 1, ce sont les filles, et 2, les garçons. Donc je vais, il s'agit, pourquoi? Parce que je travaille sur la même variable x, c'est la note. Et la différenciation, le fait de dire que vous avez deux populations différentes, ça c'est la population par exemple des filles, et ça c'est la population des garçons.
Donc, si vous acceptez H0, M1 est égal à M2, la note moyenne des filles est égale à la note moyenne des garçons, je peux dire que les étudiants, dans tous sexes confondus, on peut dire qu'ils ont la même moyenne. Sinon, si vous acceptez par exemple H1, ça veut dire que la différence constatée, c'est une différence réelle, il n'est pas due aux fluctuations d'échantillonnage. Donc voilà pour ces précisions concernant, ou bien la procédure à suivre concernant la procédure à suivre concernant la comparaison de deux moyennes. Voilà donc, on a un exercice d'application. Cet exercice consiste à considérer dans une grande ville, une enquête par sondage a été réalisée sur les dépenses alimentaires mensuelles. Donc la variable sur laquelle on va travailler, ce sont les dépenses alimentaires mensuelles. Les dépenses alimentaires mensuelles du ménage. Voilà, donc nous avons pris un échantillon de 327 ménages d'ouvriers. Donc faites attention, vous avez les ménages d'ouvriers. Voilà, donc vous avez les ménages d'ouvriers, d'accord, et vous avez les ménages d'employés. D'accord, vous avez deux populations indépendantes. Pourquoi? Parce que les ménages d'ouvriers n'ont pas le même comportement d'achat comme les ménages. Donc c'est pour cette raison, on peut considérer ces deux populations comme étant deux populations indépendantes, d'accord? Et on a observé sur les échantillons qu'on a prélevés, nous avons prélevé N1 est égal à 327, d'accord? N1 est égal à 327 et N2 est égal à 286, d'accord? NE est égal à 286. Donc sur l'échantillon sur lequel on a travaillé, on a constaté comme quoi, sur les ménages d'ouvriers, on a constaté que la moyenne de la consommation pour les dépenses alimentaires, X bar A est égal à 612 dirhams. D'accord? 610 dirhams par mois. Alors que les ménages d'employés, ils consomment, ils ont une moyenne de 642 dirhams. D'accord? Nous constatons ici, comme vous le voyez, il y a une différence de 642 moins 612, approximativement 30 dirhams. Nous allons voir est-ce que les 30 dirhams qu'on a constatés, est-ce qu'il est réel, cette différence de consommation, est-ce qu'il est réel, ou bien il est dû aux seules fluctuations d'échantillonnage. Avec, bien sûr, pour chaque population, comme vous le voyez, vous avez la taille de l'échantillon qu'on a prélevé de chaque population, la population des ouvriers, on a la moyenne et on a l'écart type. Pour les employés, vous avez donc la taille de l'échantillon et vous avez donc la moyenne, c'est 142, et vous avez l'écart type. Donc la question, comme vous le voyez ici, peut-on conclure qu'il y a une différence entre les dépenses alimentaires mensuelles des ménages des employés et celles des ménages des ouvriers au risque de 5%. Donc pour répondre à cette question, comme vous le voyez, on s'assure que nous constatons comme quoi que nous avons deux populations indépendantes, les ménagers ouvriers et les employés. Donc pour répondre à cette question, pour dire est-ce que la différence constatée, est-ce qu'elle est réelle ou bien elle est due aux fluctuations d'échantillonnage, donc je vais passer par la procédure de test d'hypothèse, la comparaison de deux moyennes, de deux populations en respectant les étapes que nous venons de bien de développer, de la première étape, la deuxième étape, la troisième, la quatrième, la cinquième, et pour prendre la décision, pour dire est-ce que ce que nous avons bien constaté, est-ce qu'il est réel ou bien il est dû aux fluctuations d'échantillonnage. Donc voilà, donc on va essayer de donner des éléments de réponse sur cette question dans une prochaine vidéo.